ça a de la valeur de mettre en place des structures light, légères, en dehors des murs traditionnels d'un grand groupe. Le podcast, le rendez-vous expert du Crédit Agricole. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast. Aujourd'hui, on va parler d'innovation puisque nous avons le plaisir de recevoir en studio 2 collaborateurs fraîchement revenus de la Silicon Valley. Raphaël Bord, bonjour. Hello. Vous êtes le business leader de ce binôme. Et Jonathan Cottrell, vous êtes le leader sur la partie technique. Bonjour à vous. Bonjour, et c'est bien ça. Salut Gabriel. La direction du Crédit Agricole, elle vous a donné donc 10 mois pour vous immerger dans l'écosystème de la Silicon Valley. Quelle était la feuille de route ? Alors, la feuille de route... Raphaël Bord. Oui, merci. Alors, il faut savoir effectivement que cette initiative, déjà, elle est groupe Crédit Agricole et elle est co-construite par Crédit Agricole SA et CATS. Et donc, la feuille de route était forcément orientée sur les problématiques de la banque de proximité, donc des caisses régionales en ce qui concerne donc, le Crédit Agricole. Et nous avions identifié, grosso modo, une quinzaine de sujets avant de partir et qui devaient venir alimenter nos travaux à San Francisco. Et on s'est vite rendu compte que 15 sujets, lorsqu'on est 2 à San Francisco, c'est beaucoup, énorme, ouais. Parce qu'il y a beaucoup à voir, il y a beaucoup à faire. Et très rapidement, on a dû réduire et surtout trouver un sujet de prédilection sur lequel se concentrer pour être à la fois clair par rapport aux gens qui sont au Crédit Agricole, pour qui sachent ce qu'on fait, et puis pour les gens aussi dans la Silicon Valley, pouvoir communiquer clairement ce qu'on venait chercher. Ouais. Du coup, ça a été une chance. Jonathan Cottrell. Oui, ça a été une chance qu'on a eue de notre comité de pilotage qui nous a aidé en fait et fait confiance dans cette mission de façon à ce qu'on trouve, qu'on aille chercher et qu'on trouve nous-mêmes en fait les sujets qui seraient les plus intéressants. On leur en a soumis plusieurs et puis on a décidé ensemble de la direction à prendre. Et vraiment cette confiance au départ nous a permis un peu de prendre notre envol dans la Silicon Valley et prendre le temps de sonder l'écosystème. Il y avait le cabinet Capgemini aussi qui était présent à vos côtés. Quel rôle a-t-il joué exactement, Raphaël ? Historiquement, effectivement, le Crédit Agricole est un client important de Capgemini qui nous accompagne sur différents projets de transformation digitale. L'idée du Residency Programme est née au niveau exécutif d'une Learning Expedition dans la Silicon Valley où les dirigeants du groupe Crédit Agricole ont visité les locaux. De là est née l'idée de ce Residency Programme. Et de manière concrète, au quotidien, c'était Jonathan et moi-même, on était localisés concrètement dans l'espace d'innovation de Capgemini avec un accompagnement, méthodologique et surtout nous permettre d'accéder rapidement à l'écosystème, donc un départ lancé puisque le Crédit Agricole n'est pas présent sur la côte ouest et donc au lieu de partir de rien, bénéficier, leverager ce que Capgemini a déjà mis en place au service du Crédit Agricole pour avoir un départ lancé à San Francisco. Raphaël, vous parliez d'un sujet que vous aviez choisi, un sujet de prédilection. C'était lequel en fait ? Alors en fait, de par les rencontres qu'on a faites et puis il y avait vraiment aussi une envie de se mettre dans l'écosystème. Donc, on a fait beaucoup de networking, beaucoup d'events. Et évidemment, un sujet qu'on a beaucoup vu, c'est comment l'intelligence artificielle permet de mieux faire du business, d'être plus proche de ses clients, d'optimiser des process. Et donc, nous, on s'est concentré sur l'application de l'intelligence artificielle au secteur financier et plus particulièrement en ce qui concerne tout ce qui est Customer Relationship Management, Customer Support. Alors, le cas d'usage, on va en parler. La thématique, donc, vous l'avez dit, qui a principalement guidé vos intérêts, c'est l'intelligence artificielle appliquée aux services financiers. Quel est le spectre de solutions sur ce sujet ? Jonathan Cottrell, peut-être. Alors, du coup, le spectre de solutions, il est assez large, mais lorsqu'on parle d'IA, si on sort de ce qui passe dans les journaux à l'heure actuelle, qui est l'IA va remplacer l'humain, c'est surtout aider en fait l'humain à mieux faire son travail et à le faire plus efficacement et plus rapidement. Et nous, on est parti, donc ça c'est une IA qui est plutôt en back, c'est-à-dire qui aide les conseillers. Nous, on est parti sur quelque chose de plus frontal vis-à-vis du client. On a été amené à rencontrer une banque américaine qui proposait un chat entre directement le client et le conseiller. Un chat automatisé qu'on appelle chatbot, c'est ça ? Un chatbot, oui, c'est ça. Alors non, pardon. Lui, la solution n'était pas un chatbot. D'accord. C'était un chat tout court.
Okay. Et du coup, nous, on a dit, OK, c'est vraiment intéressant et ça représente bien le côté humain du Crédit Agricole. 100% humain, 100% digital. Et justement, on s'est dit qu'on pourrait rajouter du digital pour apporter de la valeur, plus de valeur aux clients et également aux conseillers qui n'a pas vocation à répondre à des questions simples sur lesquelles le client aurait toute la possibilité de chercher l'information tout seul. Donc on a mêlé en fait un chatbot avec une solution de chat et on a fait le chatbot switch qu'on appelle switch puisqu'il est possible de switcher entre le robot et l'humain quand il y a de la valeur pour le client d'avoir un humain en face de lui. Parler de valeur ajoutée, la valeur ajoutée quand cette technologie elle est 100% intelligence artificielle, ça se traduit comment, Jonathan? Alors du coup ça se traduit tout simplement par une discussion, un entraînement de la machine pour comprendre les intentions de la personne qui pose les questions et pouvoir apporter la bonne réponse personnalisée. C'est vraiment ça, nous, qu'on a cherché à faire. C'est pas juste avoir un chatbot qui pointe vers une page, mais vraiment pouvoir personnaliser la réponse pour que le client trouve la réponse qui lui correspond à lui. On peut dire que c'est un projet qui est 100% open innovation. Ouais, Raphaël? Ouais, écoute, tout à fait, parce que c'est vrai que des chatbots, on en entend beaucoup parler. Hein. Ouais. Effectivement, tu n'as pas besoin d'aller dans la Silicon Valley pour trouver des solutions qui te permettent de développer des chatbots. Après, je pense que si on regarde globalement, effectivement, l'idée est née dans la Silicon Valley de par la rencontre qu'évoquait Jonathan. On a travaillé avec une start-up qu'on a sourcée grâce aux événements qu'on avait fait, grâce au réseau qu'on a construit sur place. Et des corporates, puisque vous vous êtes rapproché d'une banque américaine. Également. Donc, corporate, grand compte, start-up. Vraiment tout un écosystème de partenaires. Ouais. Et puis ensuite, une fois qu'on avait vraiment trouvé les cas d'usage sur lesquels on souhaitait travailler, développer en mode agile sur 6 semaines un premier prototype. Super rapide en fait. Super rapide. Et ça, pour nous, je pense, c'était aussi ça la vraie valeur et ce que ça nous a permis de démontrer, c'est que ça a de la valeur de mettre en place des structures light, légères, en dehors des murs traditionnels d'un grand groupe, dans laquelle on peut innover de manière agile. Et je ne suis pas sûr qu'on serait arrivé à un résultat comme il est aujourd'hui. Alors, on est sur un POC. Hein. Je ne dis pas que demain, ça sera lancé en production, mais je ne suis pas sûr qu'on serait arrivé à un même niveau de prototype sans être effectivement dans la Silicon Valley. Donc, c'est, comme tu le disais, 100% open innovation et 100% Silicon Valley. Ouais, vous avez travaillé en mode start-up. La différence de mentalité entre la Silicon Valley et l'écosystème start-up français, vous le décririez comment? Alors du coup, Jonathan. j'ai pas forcément beaucoup d'expérience avant de partir là-bas. J'avais pas beaucoup d'expérience du réseau de start-up en France. Une chose par contre qui est plus liée à la culture du pays, c'est le côté relation, entrée en relation extrêmement simple dans la Silicon Valley qui vient du côté américain. On peut croiser un développeur et un CEO d'une startup à plusieurs millions. On va pouvoir leur parler avec la même facilité. Et puis, la notion business qui est très ancrée chez les Américains, qui fait que si je rencontre quelqu'un, un CEO par exemple, je lui parle de mon problème, il va voir peut-être, ça va pas impacter directement son business, mais il peut voir une connexion avec quelqu'un qu'il connaît, il va faire cette connexion et ça va être très rapide. C'est aussi ça la puissance de la Silicon Valley, c'est la vitesse. Et donc il ne le fait pas pour son business, mais indirectement, il espère que ça lui ramènera du business puisqu'il sera connu comme un bon interlocuteur. Donc les mises en relation très faciles et l'entrée en relation qui est également très facile. Raphaël. Moi, une chose qui m'a marqué, et je pense que c'est alors pas forcément 100% Silicon Valley, mais lié aux États-Unis, mais c'est quand même très fort en Silicon Valley, c'est vraiment l'esprit d'entrepreneuriat que en fait chacun porte en lui. Et là, je parle pas que de fondateurs de fintech, de start-up. C'est-à-dire que un exemple qui m'a marqué, on participait à un atelier, on était 5 autour de la table, majoritairement des designers, et on faisait un petit exercice pour apprendre à se connaître. Et un des exercices, c'est de trouver des points communs entre les gens de la table. Et là, une des personnes a dit de manière assez simple, bon, je pars du principe qu'on s'est tous au moins fait virer une fois. Et là, tout le monde a levé la main, sauf moi. Et moi, c'est vrai que ça me paraissait, d'un point de vue français, complètement hallucinant qu'on puisse, entre guillemets, mettre en avant ou trouver ça, ou partir du principe que tout le monde avait déjà été licencié une fois. Et c'est là où j'ai compris aussi que, finalement, il y avait un mindset. Alors, évidemment,
c'est pas une fin en soi de se faire licencier, mais qu'en fait, ce sont des entrepreneurs, pas forcément créant des boîtes, mais des entrepreneurs de leur vie professionnelle. Ils apprennent à failer et à rebondir et à échouer exactement, et être plutôt un entrepreneur, mais de leur vie professionnelle. Et ça, je pense que c'est hyper intéressant comme vision, comme philosophie, comme approche pour évoluer en tant qu'individu dans la vie active. L'après Silicon Valley, c'est quoi pour vous en fait ? C'est de proposer votre solution de chatbot aux différentes entités du groupe ? Alors, au-delà de ça, au-delà de juste proposer ce chatbot, c'est présenter le programme et communiquer sur ce qu'on a fait, la valeur qu'a ce programme, les services que peuvent rendre ce programme. Mais effectivement, dans cette communication, on pousse également ce qu'on a produit en termes de prototypes. Et effectivement, si on peut trouver un sponsor business pour passer à la phase d'après, qui serait une phase pilote, on est tout à fait ouvert justement à le faire. Donc on est rentré, mais on travaille toujours pour le programme. Et vraiment l'idée de donner envie aux gens du groupe d'interagir avec le programme, avec les futurs résidents de perpétuer le travail que vous avez déjà initié. Voilà, de construire sur les fondements qu'on a pu mettre en place sur place. Et donc la relève sera effective à partir de vraisemblablement la fin du mois de septembre. Donc voilà, inviter les gens à aller voir ce qui se passe, à interagir avec les résidents du programme. Est-ce que dans cette immersion, il y avait aussi du côté de la direction une volonté de faire de la veille, indépendamment de la partie intrapreneuriat ? Raphaël Bord. Oui, en fait les objectifs étaient triples au départ. C'était effectivement compléter le dispositif d'innovation du groupe, et donc de se doter d'un lab à l'international capable de faire du sourcing et d'identifier les tendances business et technologiques qui demain pourraient impacter les business du Crédit Agricole. Vraiment une logique plus humaine et de formation, c'est-à-dire permettre à des collaborateurs du groupe de découvrir un écosystème qui est évidemment complètement différent de ce qu'on connaît en France en matière d'innovation. Voilà. Quand on parle d'innovation à la Silicon Valley, on a des étoiles plein les yeux. Et c'est vrai que, et on pourra en reparler, c'est un environnement à part. Donc vraiment se former à cette culture de l'innovation, à des nouvelles méthodologies de travail. Et après, et c'est là où il est important de trouver un sujet très spécifique, d'appliquer l'innovation en trouvant un cas d'usage concret et d'appliquer cette innovation avec l'écosystème local. Jonathan Cottrell, vous déclariez dans le journal Les Échos que le réseau du Crédit Agricole dans la Silicon Valley, il est bien plus important qu'à votre arrivée. Comment ça se traduit concrètement ? Par exemple, tout à l'heure, on parlait du réseau de banques qu'on a pu solliciter. Il y a des banques, il y a des VC, il y a d'autres corporates qui ont ouvert des labs. Vous nous rappelez ce que c'est ? Venture Capital, voilà, qui investissent. Les investisseurs. Voilà. Donc on a un réseau, au-delà du réseau de start-up qu'on a rencontré, les banques, les VC, les labs de différents corporates, et pas seulement des corporates français ou américains, mais d'autres pays d'Europe principalement. Et puis on a également bien sûr les start-up. Raphaël Bord, Jonathan Cottrell, respectivement business et technique leader, merci. Merci. C'est la fin de ce podcast. Vous pouvez retrouver cette interview sur notre page LinkedIn, groupe Crédit Agricole, et notre page SoundCloud. Vous pourrez également poser vos questions à nos prochains invités via notre page LinkedIn. À très bientôt. Le podcast, le rendez-vous expert du Crédit Agricole.